Bonjour, alors aujourd'hui on a rendez-vous avec Moira Mikolajczak qui va nous parler de burn-out parental. Son interview, je l'ai trouvée incroyable, j'ai montré justement à plusieurs personnes de mon entourage en disant c'est génial, tu dois absolument avoir cette interview. Donc si tu es maman, bien entendu, ou si tu comptes l'être un jour, eh bien là tu vas apprendre des pépites pour rester sur la balance de la femme épanouie et de la mère inspirante. Moi, je te retrouve demain, dimanche, à partir de 20h30. Eh bien, on a la grande conférence live de clôture. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. On va faire le point. Je vais annoncer les résultats du grand concours aussi de notre page Facebook. Tu pourras peut-être gagner donc cette fameuse journée avec moi. Donc, note bien la date. Tu as notamment aussi un lien pour t'inscrire déjà. C'est totalement gratuit, mais il faut se réinscrire à cette conférence pour être sûr justement que ce soit les plus motivés qui ont envie de découvrir mes fameux 2 secrets pour être une femme épanouie et eh bien, je te partage ce chemin de féminité que j'ai pu faire et t'aider aussi clôturer en beauté cette semaine. Donc, à demain, dimanche 3 octobre, 20h30. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview de la semaine de la femme épanouie. Je me réjouis de vous présenter aujourd'hui Moira Mikolajczak. Bonjour Moira. Bonjour Julie. Alors vraiment, Moira est une sommité dans son domaine. Je suis très fière de pouvoir l'inviter dans cette semaine avec une expertise toute particulière. Moira est docteur en psychologie et experte du burn-out parental sur lequel elle a publié des ouvrages, des études aussi. Mais elle va nous parler aussi d'une formation maintenant pour aider parce que c'est peut-être un thème peu connu mais qui concerne pour autant beaucoup de gens. Et donc, on va prendre ce biais-là aujourd'hui pour parler d'épanouissement. Alors, comment tu te sens là dans cette semaine? Eh bien, à la fois heureuse de participer et puis, oui, enthousiaste à l'idée d'écouter les vidéos des autres. Oui, et puis avec le groupe Facebook, vous le savez aussi, vous pouvez interagir, vous pouvez dire ce que les interviews vous font prendre comme prise de conscience, vous donnent envie de passer à l'action. Certaines expertes, évidemment, seront présentes et répondront avec nous. D'ailleurs, sous cette vidéo aussi, vous pourrez commenter et on va vous poser une petite question à la fin de cette interview pour justement que vous puissiez commenter. Alors, ma première question, Moira, pour toi, c'est quoi une femme épanouie? Alors, j'aurais envie de dire évidemment que l'épanouissement, pour moi, c'est pas un état, c'est plutôt un chemin fait de haut et de bas, mais bien sûr, on peut être plus ou moins épanoui. Alors, si je dois répondre à ta question, je dirais que une femme épanouie, c'est une femme qui a confiance en elle, c'est une femme qui est bien dans sa vie, qui a trouvé le milieu qui lui convient, que ça soit au niveau professionnel, au niveau conjugal, au niveau parental, et qui est parvenue à trouver un équilibre en fait entre les différentes facettes de son identité, puisque en fonction de notre vie, on a une identité de couple, une identité de loisir, une identité parentale ou professionnelle, et parfois il y a des frictions entre ces identités. Et donc je dirais qu'une femme épanouie, c'est une femme qui est arrivée à trouver un équilibre entre tout ça. Mais on est d'accord que c'est un équilibre instable. Voilà, parce que ça a l'air merveilleux quand on t'entend de se dire, voilà, et c'est ce que j'enseigne aussi, de s'épanouir dans toutes les dimensions de sa vie. On peut pas laisser des parts comme ça en disant, tant pis ma vie professionnelle, tant pis ma vie de couple, tant pis ma vie spirituelle. Je pense on est dans cette quête, mais c'est pas comme un plateau où tout est à l'équilibre et puis on ne touche plus. On est d'accord que ça Ah vit non, en cette. justement, on en discutera plus tard. C'est vraiment une balance et cet équilibre, il est effectivement changeant en fonction de circonstances intérieures et puis de circonstances extérieures qu'on n'a pas toujours choisies. Du jour au lendemain, eh bien, notre compagnon ou notre compagne peut nous annoncer qu'il nous quitte et donc ça vient rebouleverser les choses ou on peut perdre son travail. Mais donc, c'est pour ça que je disais au début, pour moi, c'est un chemin, mais qui nous permet d'accéder tous les instants à cet état d'épanouissement. Et d'équilibre. Alors justement, toi personnellement, en tant que femme, ici tu viens avec ta casquette bien sûr d'expert, de psychologue et d'expert du burn-out parental. On va vraiment enfin tu vas nous en parler. Et j'imagine que si tu parles de ça aujourd'hui, si tu aides les autres à traverser cette crise, c'est peut-être que tu as toi-même expérimenté certaines choses. Est-ce que tu peux nous en parler de ta vie? Comment tu as fait toi pour être cette femme épanouie ou suivre ce chemin? Alors effectivement, c'est un chemin qui n'a pas été simple au départ. D'abord parce qu'avant même de parler de parentalité, je pense qu'avant d'être une mère, on est une femme et s'épanouir en tant que femme, ça requiert de s'accepter, d'accepter qui on est dans sa personnalité, mais aussi dans son corps. Et ça a été un chemin très compliqué pour moi, de faire la paix avec mon apparence physique, mon corps, etc. Et je pense que c'est quand j'ai pu commencer à m'aimer moi-même que j'ai pu alors rencontrer quelqu'un qui a pu aussi m'aimer
que j'aime, que j'adore évidemment, et qui m'a permis de m'épanouir encore en tant que femme et puis d'envisager cette parentalité. Alors cette parentalité, eh bien, c'est un chemin fait de haut et de bas. On va y revenir. Et c'est vrai qu'à certains moments, ça peut être difficile parce qu'en fonction des circonstances de la vie, on peut se retrouver à certains moments tout seul ou avec moins de ressources. Et c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Et donc, même si j'adore ma fille, que je l'ai toujours aimée, eh bien, à un moment donné, j'étais épuisée dans le cadre de ma parentalité. Mais à ce moment-là, je n'ai pas du tout mis ce mot burn-out parental parce qu'on n'en parlait pas, ça n'existait pas, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais je constatais que je restais épanouie dans mon travail. Je respirais même dans mon travail. Donc, on ne peut pas parler de burn-out général. Il y avait des facettes de ma vie où j'étais encore épanouie. Mais pour une raison qui n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour ma fille, en plus ma fille, elle est très facile à élever, eh bien, je me suis retrouvée dans un état d'épuisement, de difficultés. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser en fait à ce thème de l'épuisement et du burn-out. De ce sujet magnifique. Je pense que ça va vraiment parler à énormément de femmes. Et c'est intéressant, tu n'as qu'une fille et c'est merveilleux et c'est génial. Toutes les familles sont belles et d'ailleurs, voilà, on a toutes des spécificités. Et en même temps, il peut y avoir, voilà, déjà cette réalité d'épuisement parce que moi, je pense qu'on a plusieurs bébés et que notre profession, je pense que tu connais aussi quelqu'un qui a créé son entreprise très proche de toi, et bien, c'est comme un autre bébé. Parfois, notre maison, le fait de la rendre belle ou même de la construire, de la rénover, c'est un autre bébé. Et que donc, même si on a parfois un ou que deux enfants, ben oui, on peut être épuisé. Ou même si on est peut-être très jeune, mais enfin, toi, tu as l'énergie. Hein, imagine une femme qui a un enfant à 45 et toi, tu en as 25. Ben non, on a le droit de pouvoir ressentir cet épuisement, ce découragement, peut-être ce stress aussi. Mais en tout cas, ça va parler beaucoup, je pense, aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, c'est vraiment comique parce qu'effectivement, moi, j'ai traversé cet état d'épuisement parental alors que je n'avais qu'un enfant, que je n'ai qu'un enfant. Et ma collègue Isabelle Roskam, avec qui j'étudie ce sujet, elle a 5 enfants, et elle n'a jamais traversé le burn-out. Donc, on fait un petit peu la paire là-dessus. Et c'est vrai que nos recherches ont montré que en fait le nombre d'enfants ne prédit pas du tout le burn-out parental. Donc on peut faire un burn-out parental avec 5 enfants. Enfin voilà, ça n'a pas de lien. Alors justement, merci. Vas-y, rentre un peu dans ce sujet que tu maîtrises bien. Et donc avec Isabelle Roskam, effectivement, ta collègue à l'université, à la faculté pour les Français et d'autres qui nous écoutent, eh bien, qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence et on dira après comment aider évidemment les femmes qui se reconnaissent dans… Mais si tu peux déjà nous décrire peut-être c'est quoi les symptômes, les syndromes, je sais pas comment on dit. Oui, voilà, tout dis-nous. à fait. Donc, le burn-out parental, c'est un état d'épuisement intense, mais qui est contextualisé dans le domaine de la parentalité. Et donc, c'est un syndrome en 4 phases. En fait, vous avez d'abord cet épuisement. Donc, c'est pas une simple fatigue qui disparaît après 2, 3 bonnes nuits de sommeil. C'est vraiment un état d'épuisement tel que simplement penser à ce que vous devez faire pour ou avec vos enfants, ça vous épuise. Alors ensuite, le parent s'épuise, et puis à la fin, il a si peu d'énergie qu'il va se recentrer sur lui-même et donc se distancier affectivement de ses enfants. Donc le parent continue à aimer ses enfants, c'est pas une question d'amour, mais il va vous dire typiquement, je suis en mode robot, en pilote automatique. Et puis la troisième phase, ça va être la perte d'épanouissement dans ce rôle parental. Comme on le disait, le parent aime ses enfants, mais il n'a plus de plaisir à être avec ses enfants. La parentalité est associée à un fardeau, à des émotions d'irritation, d'impatience, de déplaisir, et n'est plus associée à de l'épanouissement. Et en fait, ce qui fait le burn-out, c'est ce quatrième symptôme qui est le contraste. Tout cela contraste avec la manière dont le parent était avant et aussi avec la manière dont il avait envisagé sa parentalité. Et donc, c'est très, très douloureux. Et ça touche effectivement un certain nombre de parents. Alors, les parents occidentaux sont beaucoup plus à risque de burn-out parental que les parents africains, quand bien même nous avons beaucoup moins d'enfants. Ici, dans les pays occidentaux, c'est plus ou moins en moyenne 5% des parents, un peu plus en fonction des pays. Donc, alors ça a l'air très peu, hein, 5, 6, 7, 8%, mais à l'échelle de la France, ça fait 900 000 parents qui sont en burn-out chaque année. Donc, c'est beaucoup. À l'échelle de la Belgique, plus de 200 000 parents, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de parents qui sont en souffrance et qui pourtant, eh bien, sont tout seuls parce que chaque parent a l'impression qu'il est le seul à vivre cet état. Et c'est ce qui nous a amené, Isabelle et moi,
et notamment les découvertes de toutes les conséquences en fait qu'a le burn-out parental sur le parent, mais aussi sur ses enfants, parce que ça a des conséquences très très négatives sur la santé mentale. Donc beaucoup de parents burn-out ont à partir d'un certain stade, d'un certain niveau de sévérité, des idées suicidaires très importantes. On a aussi un niveau de cortisol, l'hormone du stress, qui est extrêmement élevé, plus élevé encore que chez les victimes de violences conjugales ou que chez les patients douloureux chroniques. Donc, c'est vraiment un état de souffrance important, à la fois dans l'esprit, le cœur et le corps. Et il y a des conséquences aussi, malheureusement, sur les enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les niveaux de cortisol, les niveaux d'épuisement, de détresse sont tels que des parents qui n'ont jamais été violents auparavant, qui sont strictement et philosophiquement opposés à la violence, peuvent devenir violents, que ce soit verbalement ou même parfois physiquement. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir prévenir ce trouble. Et c'est là une des raisons pour lesquelles je suis heureuse de participer à cette semaine de la femme épanouie. C'est que l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir agir avant que les parents n'arrivent en burn-out, de pouvoir mettre des choses en place pour ne jamais se trouver dans cet état. Et donc, ça, voilà, c'est une chose dont j'aimerais, si on a un petit peu de temps, pouvoir parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut prévenir. Mais oui, parce que je dirais, on fait tout un peu des mini burn-out. Enfin, moi, quand je t'entendais parler, je peux avoir des moments de vie où, que ce soit le pilote automatique dont tu as parlé, l'épuisement, la distanciation. Je me souviens, moi, après la naissance de mon premier, d'avoir eu ce qu'on a appelé voilà, plus une dépression et ce retour à moi. Et du coup, de privilégier le fait d'avoir besoin de moi, d'aller méditer, faire des stages, etc. Alors, bien sûr, c'est important, mais comment on l'a vécu à ce moment-là, mon enfant, il y a ça. Donc, je crois que c'est bien l'idée de prévenir parce qu'on peut toutes se reconnaître à différents moments. Et je crois que toutes, on ne voudrait jamais en arriver là. Peut-être certaines sont à un stade avancé et vraiment, on pourra voir comment te retrouver et se faire aider parce que c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Enfin, merci le fait de pouvoir communiquer, le fait qu'il y a des solutions et que vous n'êtes pas un monstre, justement, que c'est une souffrance. Je ne sais pas si on parle de maladie ou oui, de souffrance extrêmement intense et préoccupante. Oui. Reconnu, voilà, tu en parles avec les mots très justes, c'est qu'il y a vraiment votre corps. Enfin voilà, c'est pas inventé, c'est pas parce que vous devez pas encore moins de la culpabilité. Mais donc comment agir justement en amont si on commence à avoir déjà l'épuisement et beaucoup de femmes. Quelles sont les solutions qu'on peut amener justement aux femmes et aux hommes, hein, bien sûr, qui peut-être se reconnaissent dans cette. Et moi, après, je voudrais parler de l'enfant roi. Est-ce qu'au niveau des causes, pourquoi la société occidentale, est-ce que c'est quand même en lien avec le fait que les enfants sont comme ça mis sur un piédestal? Ah, bien sûr. Et donc, je vais embrayer sur les causes. C'est évident que notre manière de concevoir l'enfant, la place qu'on lui donne est très différente. Il faut se dire qu'il y a 130 ans d'ici, naissaient les premières lois qui visaient à ce qu'un enfant ne doive pas travailler plus de 12 heures par jour dans les mines. Ça, c'était il y a 130 ans. Donc, en gros, l'enfant, il y a 130 ans, c'était une ressource, une main-d'œuvre. Personne ne s'intéressait à son bien-être, etc. Alors, il y a eu toute une série d'évolutions historiques qui ont fait qu'on a commencé à se préoccuper de sa survie, d'abord, tout simplement, dans un contexte de guerre, parce qu'il fallait de la chair à canon. C'est très cynique. On ne s'est pas occupé de la survie de l'enfant pour lui-même. Alors ensuite, effectivement, je ne vais pas raconter tous ces bouleversements, mais c'est vraiment intéressant parce que progressivement, la place de l'enfant a changé. Et après s'être intéressé à sa survie, on a commencé à s'intéresser à son développement et puis à son bien-être. Et donc, aujourd'hui, en 2021, eh bien, on parle déjà depuis les années 80 de l'intérêt supérieur de l'enfant. Au départ, c'était un concept, voilà, qui n'avait que peu d'implication dans la vie réelle des gens. C'était surtout dans des problèmes de garde dont on allait dire, OK, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais aujourd'hui, il y a eu un ensemble de glissements des mentalités et on place l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et donc, on a beaucoup de parents qui s'oublient littéralement et on en vient à quelque chose qui est très pernicieux parce que finalement, le parent s'oublie au nom de l'intérêt de l'enfant, mais parce qu'il s'oublie, il s'épuise, et parce qu'il s'épuise, il en vient à devenir violent contre celui qu'il voulait protéger. Donc, on est arrivé exactement en 2021 à un état où le système s'est retourné contre lui-même. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas perdre évidemment une série d'avancées, puisque bien sûr, c'est intéressant qu'on se soit préoccupé de l'enfant, mais
on a peut-être été excessif dans le fait de placer l'enfant au-dessus de tout le monde. On a peut-être été excessif dans tout ce qui est bienveillance, etc. C'est très bien d'être bienveillant vis-à-vis de son enfant, mais on a oublié le cadre au passage. Avant, on était trop ferme, trop strict, pas assez bienveillant. Et puis aujourd'hui, on n'est plus que positif et bienveillant. On a complètement oublié le cadre. Et donc, il faudrait effectivement pouvoir revenir, on devrait s'autoriser en tant que parent à revenir à un certain équilibre où il y a l'enfant, mais il y a aussi nous. Et il y a, bien sûr, l'enfant a des droits, mais il a aussi des devoirs. Et donc, on est bienveillant, mais dans un cadre. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est la voie du milieu. Et c'est marrant, j'ai eu un parallèle avec ce féminisme, c'est-à-dire que pendant des milliers d'années, le sort de la femme, enfin, voilà, et les femmes aujourd'hui, voilà, reprennent vraiment une autre place. Je dirais certainement par elles-mêmes. Là, par contre, c'est vraiment. Mais il y a aussi eu des lois, et là, il pourrait y avoir le risque aussi de du coup réécraser et d'avoir de pas aller voilà dans ça me fait penser à ça. Donc je pense que cette voie du milieu et revenir au centre de sa vie. Donc j'ai l'impression, ce que tu vas nous dire, mais tu vas le développer, c'est qu'une des premières façons d'agir en amont pour éviter ce burn-out parental, c'est de se remettre au centre de votre vie, de ta vie à toi, en tant que femme ou homme qui nous écoute. Voilà, il me semble que c'est la première étape, non, Moira? Oui. Oui, oui, tout à fait, c'est ça, c'est de se redonner une place, de s'autoriser à repenser à soi, à se redonner de l'importance, s'autoriser aussi à être le parent qu'on veut être, nous, pas que la société nous dit ou qu'on croit qu'on doit être, etc. Depuis l'aube des siècles, les êtres humains ont élevé leurs petits. C'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Donc fondamentalement, on a tout ce qu'il faut pour poser un cadre, savoir ce qui est bon pour nos enfants, etc. Et donc, on doit s'autoriser, en fait, à poser ce cadre et puis ensuite s'autoriser à le faire respecter. Donc, se redonner une place, ça, c'est très, très important. Sortir de ce sacrifice permanent. Alors, au-delà de ça, de manière plus fondamentale, en fait, on voit que les chemins qui mènent au burn-out parental sont multiples. Et pour le comprendre, il faut concevoir la parentalité comme une balance. Donc, d'un côté, d'un côté du plateau, tu as tous les facteurs qui augmentent ton stress en tant que parent. Alors, en fonction des parents, chez l'un, ça peut être un enfant qui a des difficultés scolaires ou qui a un handicap ou qui est difficile, un enfant ado, tout ce que vous voulez, un enfant tout petit. Donc, il y a tout ce qui augmente notre stress et ça peut être des facteurs externes, mais aussi des facteurs internes, c'est-à-dire vouloir être un parent parfait, tous les facteurs que vous pouvez imaginer. Et puis de l'autre côté de la balance, on a tous les facteurs qui diminuent notre stress en tant que parent. Et là, on peut retrouver le soutien de grands-parents, le soutien du conjoint, et des facteurs internes comme le fait de se donner des moments pour soi, pour souffler de sa parentalité. Et donc, on voit que ce qu'il y a sur les deux plateaux de la balance, il est très différent d'un parent à l'autre. C'est très différent. Ce qu'il y aurait dans ta balance, ça serait assez différent de ce qu'il y aurait dans ma balance. Mais le point commun entre tous les parents en burn-out, c'est que pendant trop longtemps, leur balance s'est déséquilibrée, en réalité. Trop de stress par rapport à ce qui les ressource, quoi. Voilà, exactement. Il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre, il est naturel, il fait partie de la vie, il y a plein de moments où on est en déséquilibre, mais ça ne doit pas durer. Et donc, quand ça dure quelques semaines, ça va, mais malheureusement, quand ça excède quelques semaines, ça excède les ressources physiques et psychologiques d'adaptation de l'individu. Et donc, c'est là, en fait, qu'on est à risque de burn-out. Et c'est évidemment sur base de cela qu'on va envisager le traitement, mais c'est aussi à partir de cette balance qu'il faut vraiment penser la prévention du burn-out. C'est à certains moments de votre vie, vous avez des facteurs qui vont se rajouter du côté de stress. Votre enfant rentre en humanité, puis tout d'un coup, il a des difficultés, alors qu'en primaire, ça passait crème. Bon, c'est quelque chose qui s'ajoute du côté stress. Il faut presque... c'est un réflexe qu'on n'a pas du tout, nous, êtres humains, mais ça serait intéressant qu'on le développe, c'est se dire, OK, j'ai un stresseur qui arrive, qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme ressources. Et parfois, il y a des ressources externes qu'on peut trouver de manière assez créative dans le cas de certains parents. Et puis parfois, c'est des ressources internes qu'on va développer si on n'a pas accès à des ressources externes à ce moment-là. Et c'est pareil, il y a d'autres moments dans notre vie où il y a des ressources qui s'en vont. Tout d'un coup, votre conjoint vous quitte ou votre conjointe vous quitte pour une autre. Ah, bon, ça, c'était une super ressource qui disparaît. Bon, il va falloir jouer du côté stresseur parce que je ne peux pas garder 3 activités extrascolaires par semaine si je dois tout porter toute seule. Vous voyez? Donc, vraiment, cette idée de garder les plateaux en équilibre. Une action concrète que je pense, parce que
Tu vois, j'ai l'impression que, comme tu dis, on sait que l'enfant va rentrer à l'école et il n'y a pas très longtemps, c'était la rentrée des classes avec effectivement parfois des défis de première année ceci ou l'enfant qui part s'installer justement à la fac. Donc, on le sait. Ou bien aussi, moi, je pense beaucoup, je suis architecte de formation, à notre environnement. Voilà, on sait qu'on va déménager. Moi, je me souviens, mes parents, mes enfants, mon fils m'en a encore parlé l'autre jour, 2-3 jours après le déménagement de cette maison, j'étais prostrée à côté du radiateur parce que j'avais tellement froid là où j'avais tellement chaud. Et je me disais, vraiment, c'est le jour du down. Et il a dit, mais pourquoi tu pleures? Enfin, ils étaient très impressionnés que voilà, bref. Et donc, une crise comme ça, un facteur stressant, eh bien, mon conseil, ce serait de dire, comme on sait qu'on va passer cette phase-là de travaux, de rentrée, de défis, c'est vrai dans la parentalité, mais c'est vrai pour toutes les femmes épanouies qui nous arrivent. Moi, je pense à ça. Ici, on fait le lancement de la femme épanouie. Ben, c'est une période, eh bien, de programmer juste après dans l'agenda, de se dire, OK, voilà, un petit week-end pour se retrouver et pas, parce qu'il y a des femmes, elles disent, mais ça devrait venir, tout le monde a bien vu tout ce que j'ai fait. On va ensuite s'occuper de moi. Non. Après la naissance d'un enfant, s'autoriser à déjà bloquer à l'agenda, moment pour moi, moment pour nous, moment ressourçant, spa, vraiment, parce que sinon, la vie, elle reprend. Et moi, je pense que c'est ça aussi, c'est ce temps. Beaucoup de femmes disent, oui, mais le temps, comme tu dis, le temps consacré aux enfants, à la parentalité prend beaucoup de place, au travail. Et donc, s'octroyer, quand en plus on sait qu'on va passer par cette période-là, un temps après pour soi et déjà le bloquer parce que sinon il n'existe pas cette bulle. Oui, c'est vrai. Il y aura toujours autre chose qui se mettra. Et j'aime bien cette idée de se dire, effectivement, même si j'ai pas accès à des ressources maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas prendre ce temps pour moi. Parce qu'il y a des moments où effectivement cette balance va être en déséquilibre pendant un certain temps. Tu parlais des travaux, etc. Mais se dire, voilà, si aujourd'hui je ne peux pas accéder à l'équilibre, peut-être dans quelques semaines je peux mettre quelque chose en place. Et comme tu dis, je le planifie déjà aujourd'hui. Parce qu'il y a une anticipation, on le sait pour les vacances, ça a été étudié aussi, quand on sait que on a réservé notre billet, qu'on voit l'agenda, il y a un calme. Donc dans la balance, on peut, je sais qu'après on part en week-end dans un gîte donc même si, comme tu le dis, là on est dans la tempête, aussi dans le rush. Alors merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux donner justement, tu vas nous parler après de la manière dont tu travailles, mais est-ce qu'il y a un conseil concret aux femmes là qui veulent être plus épanouies aussi dans leur rôle de mère que tu auras envie de nous donner pour pouvoir démarrer là tout de suite avec ce conseil-là? Le conseil que je donnerais à chaque femme, c'est peut-être d'évaluer quel est l'état de sa balance dans différentes facettes de sa vie. Parce qu'en fait, l'état de cette balance est fort en lien avec notre état d'épanouissement dans les différents domaines, parce qu'on peut faire le même raisonnement pour le travail, etc. Et puis de voir, j'ai prévu un petit bonus sous forme d'exercice. Quelle place on donne en fait à chaque partie de notre identité? Et puis de voir s'il n'y a pas des facettes de notre identité qu'on a négligées alors qu'elles sont importantes pour nous. Et donc, c'est pas la question de se dire « Oh, je devrais faire ça parce que les autres ont tous des loisirs pour eux. » Non, si vous, c'est votre boulot qui vous fait triper, très bien. Mais et pareil, si c'est la parentalité à laquelle vous voulez donner le plus de place, c'est super. Peu importe, en fait, en se libérant des normes, etc., à quoi ressemblerait votre identité et puis comment est-ce que petit à petit, et c'est pas à l'échelle de mois ou de semaines, mais d'années, on pourrait se rapprocher de cet idéal. Donc effectivement, et donc de regarder aussi, comme tu dis, à l'échelle de cette semaine qui s'en vient, est-ce qu'il y a des places pour moi dans toutes ces facettes de moi, de la femme épanouie que je veux être, que ce soit parce que voilà, on a dit cuisiner, c'est important pour moi, aller dans la nature, nager, passer des moments en famille ou au contraire boulotter, créer quelque chose, écrire un livre, que sais-je, mais est-ce que c'est vraiment vrai ou bien est-ce que ma vie est consacrée aux autres? Parce que ça aussi c'est très féminin et je pense que c'est ce qui peut expliquer qu'on en arrive là, c'est que les autres d'abord et puis moi s'il reste un petit peu de place après quoi. Alors comment est-ce que justement on va retrouver bien sûr les coordonnées de votre site internet avec Isabelle pour vous suivre si des femmes se sentent vraiment très concernées, mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu travailles, comment toi tu aides les femmes à s'épanouir avec ce prisme bien particulier du burn-out parental?
Oui, tout à fait. Alors, le programme Parents sur le fil, qui va sortir incessamment sous peu, là, sous quelques semaines, parce que Isabelle et moi, on a beaucoup travaillé en ligne dans le domaine de la formation des professionnels en parentalité, ou avec des parents, je vais dire, en face à face, mais pas en ligne jusqu'ici avec des parents. Mais on avait beaucoup de demandes, et donc finalement, on a créé un programme d'accompagnement des parents en ligne qu'on a appelé Parents sur le fil. Parce qu'il nous semblait qu'être parent, ben, c'est quelque part être toujours un peu sur ce fil, avec en fonction des moments où on tangue parfois, puis on avance, etc. Et que ce fil, il est particulier à chaque parent, en fonction de son histoire, de sa propre vie, de ses circonstances, etc. Et on voit qu'à certains moments, ben voilà, les parents sont très inconfortables sur leur fil. Ils sont paralysés, ils n'arrivent plus à avancer, ils n'arrivent plus à retrouver le fil. Euh, et donc, on a créé ce programme, Parents sur le fil, pour aider en fait les parents qui se sentent démunis, perdus, stressés, épuisés dans leur parentalité, qui ont vraiment perdu en fait cet épanouissement, à retrouver progressivement le fil de ce plaisir, de cet épanouissement. Et donc, ce programme, il est évidemment conçu de manière, il y a tout un module 1 qui permet de faire un peu le bilan de sa situation, etc. Mais après, le module 2, il est conçu sous forme de buffet, j'aurais presque envie de dire, puisque votre situation, ta situation, Julie, elle n'est pas la même que la mienne. Et pourtant, chaque parent doit pouvoir trouver dans ce programme ce qui lui permet de retrouver le fil. Et donc, on sait que dans cette balance, il y a toute une série de facteurs et qu'il y a des facteurs qui pèsent beaucoup plus lourd que d'autres. Et ce n'est pas toujours les facteurs qu'on croit. Il y a beaucoup de gens qui croient que ce qui pèse le plus dans l'épanouissement parental, ça va être des facteurs dits démographiques, comme le nombre d'enfants, l'âge des enfants, la superficie de la maison, etc. Eh bien, les recherches, qu'elles aient été menées en Belgique ou ailleurs dans le monde, il y a 42 pays qui s'intéressent au burn-out parental, montrent que ces aspects sociodémographiques expliquent très peu. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que vous ne pouvez pas, si vous avez 5 enfants, jeter 3 enfants par la fenêtre, ou si vous avez des enfants tout petits, vous ne pouvez pas les faire grandir plus vite. Donc en fait, on a relativement peu de prise sur les facteurs sociodémographiques, mais on a beaucoup de prise sur toute une série d'autres facteurs qui sont, par exemple, la qualité de l'équipe coparentale que vous formez avec votre coparent, ou votre capacité à gérer le stress, ou votre degré de perfectionnisme en tant que parent. Parfois, notre histoire en tant qu'enfant a été très douloureuse. On a eu l'impression d'avoir eu des parents défaillants et on s'est promis d'être le parent qu'on aurait voulu avoir. Et donc, on se met des standards extrêmement élevés sans avoir le mode d'emploi pour y arriver. Et donc, heureusement, donc il y a plein de choses qu'on peut travailler. Et on a tous dans notre balance des choses sur lesquelles on peut travailler et des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Par exemple, tu pourrais, j'invente, agir sur le temps que tu as pour toi et peut-être dans ta semaine, tu pourrais libérer un peu de temps pour souffler de ta parentalité. Et par exemple, moi, dans mes circonstances actuelles, ça serait impossible. Ou bien moi, je pourrais travailler sur ma coparentalité et toi, dans les circonstances actuelles, ça pourrait être impossible. Et donc, on doit pouvoir envisager, et donc le programme est conçu ainsi, pour pouvoir aider le parent à voir ce qu'il a dans sa balance, parce que quand on regarde, on ne voit qu'un petit nombre de facteurs, mais en vérité, il y a plus d'une quarantaine de facteurs qui vont jouer, et puis voir qu'est-ce qu'on va prioriser. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça. Par quoi on commence aussi? Parce que vraiment, je crois que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans cette perfectionnite qui vient, j'aime beaucoup ce que tu dis, d'un espèce de modèle idéal. Moi, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Je me reconnais vraiment, que ce soit dans le divorce de mes parents, en me disant, moi, je ne verrai pas l'amour comme ça, moi, je ne me marierai pas pour cette raison. Et dans l'éducation, parfois, qui a été faite de fessées, voire peut-être plus, même de violence. Je connais plusieurs personnes qui ont soumis évidemment la violence physique, enfant, ou de l'humiliation, de l'abandon, enfin, toutes ces fameuses blessures, hein, les 5 blessures de l'amour. Et donc, on se met un objectif, et je retiens vraiment ce que tu as dit. Or, on n'a jamais reçu de mode d'emploi pour être cette mère parfaite, cette femme parfaite qui, bien sûr, on le sait, on a beau le savoir, n'existe pas, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'est raconté que. Et donc, je pense que ça fait du bien. Et ce que je trouve admirable dans votre formation en ligne, c'est que justement, oui, on peut aider mais les personnes qui sont évidemment dans le processus d'avoir envie de l'aide, en ayant aussi une communauté. On n'est pas toute seule, parce que je pense qu'on peut parfois, et surtout comme tu dis, si on a, je sais pas moi, crié sur ses enfants, que soi-même on ne se reconnaît plus, on n'a pas forcément envie, on n'est pas fier de cette partie-là de nous. Donc savoir que on est accompagné dans par vous, par les experts. Vous êtes les expertes francophones, je pense, du burn-out parental, donc c'est quand même très rassurant aussi de se dire à qui j'ai affaire, par un programme aussi qui va
aller pointer, me donner rapidement des outils. Je vais voir les effets avec mes enfants, avec moi-même, avec mon entourage. C'est magnifique que ça existe. Donc, je voulais vraiment, c'est aussi le but de cette semaine, c'est de vous faire connaître des pépites comme Moira et Isabelle et vous dire c'est possible d'agir, voilà, par exemple, dans cette dimension de votre épanouissement, parce que c'est quand même dur, hein, Moira, d'être une femme épanouie quand on n'est pas du tout une mère épanouie. Ah oui, c'est impossible, je dirais même. Il y aura toujours une blessure, et surtout chez les femmes, parce que l'identité maternelle fait qu'on le veuille ou non, partie intégrante de cette identité de femme, qu'on choisisse ou non d'avoir des enfants. Hein. Mais la société donne une grande place à la maternité chez les femmes, et donc quand on a des enfants, quand on a choisi d'en avoir, et que cette partie-là de nous ne va pas, c'est une grande, grande source de souffrance. Et d'ailleurs, moi, je dirais, tu le sais, moi, j'aide vraiment dans le côté plutôt féminité, sensualité, sexualité, qui est aussi une part importante de nous. Mais la plupart des femmes qui viennent en souffrance me disent, depuis mon premier enfant, le rôle de mère a complètement changé. Oui. Et comme tu dis, avec quelque chose, en tout cas, souvent de négatif qui a été associé, c'est-à-dire soit de changement corporel, soit de la vie, la vie avec enfant, les relations aussi, comme tu disais, j'aime beaucoup ce que tu dis, sont coparents. Et ça, il y a peut-être, j'entends peut-être déjà, oui, mais enfin, moi, mon mari, il ne faut pas lui en parler, ou ça, lui, oh, tes histoires. Mais ça, je pense que c'est aussi un choix, un chemin d'ouvrir le dialogue, dire pour moi, c'est important, regarde cette solution, regarde ce qui existe. Et puis voilà, on est coparents, tu l'as dit, on a fait cet enfant ensemble. Alors évidemment, il y a des situations où l'autre n'est plus là ou a démissionné. Et c'est pour ça que vous en parlez aussi, qu'il y a même comme ça, bien sûr, elles peuvent déjà utiliser des ressources et des outils. Mais voilà, c'est de remettre ce sujet devant vous si c'est important pour vous en ce moment. Donc, merci. Donc, on va pouvoir te retrouver avec ce programme qui est vraiment tout frais, là, qui est en train de finaliser. Vous avez vraiment mis tous les derniers savoirs, la technologie aussi, hein, grâce à des vidéos, justement, des supports, des exercices, hein, avec tout votre côté pédagogique, puisque vous êtes toutes les deux enseignants. Donc ça, c'est magnifique. Je pense que ça parlera beaucoup, beaucoup aux femmes qui nous écoutent. Alors, ma dernière question, Moira, de cette interview, si justement tout le monde suivait nos programmes en ligne, s'intéressait, partageait, sortait de sa bulle en disant c'est moi, je suis nulle et j'ai un problème, mais trouver la voie de l'épanouissement, équilibrer cette balance, comment serait le monde, tu penses, si toutes les femmes étaient épanouies? Vaste question. Spontanément, le mot qui me vient à l'esprit, c'est que le monde serait peut-être plus égalitaire, parce qu'une femme qui est plus épanouie est une femme qui a plus confiance en elle, je crois, et qui serait peut-être, qui oserait peut-être parfois plus prendre sa place dans les différentes sphères de vie. Et donc, c'est vrai qu'à compétences égales, les femmes ont souvent moins confiance en elles que les hommes. Et donc, je crois qu'une femme épanouie est une femme qui a plus confiance. Donc, oui, je pense que le monde serait un peu plus égalitaire et puis serait plus beau encore. Ah, voilà, et on revient avec cette idée de balance et d'égalité au sens vraiment beau et juste, quoi. L'idée, c'est… Merci, on retient vraiment toutes ces pépites, ces métaphores, ces exemples que tu nous as partagés. C'était un exposé très, très généreux et je pense que pour beaucoup, ça va mettre des mots sur une dimension de notre vie de femme qu'on ne connaissait pas forcément. Moi, j'ai beaucoup appris, en tout cas dans cette interview. Je te remercie. Et je vais te redire merci, on se retrouve aussi sur le groupe Facebook, dans les interactions, la semaine continue et je vais te laisser le mot de la fin pour dire aux femmes qui nous écoutent, ce que tu leur souhaites dans leur chemin de femme épanouie. Alors, je souhaite évidemment à chacune le meilleur, d'accepter ce qui vient et sur lequel on n'a pas de prise, parce qu'il y a toujours du négatif qui vient, mais de garder confiance, même dans les moments difficiles, que l'avenir peut s'éclairer. Quand j'étais à l'internat, j'avais une éducatrice qui disait, dans les moments difficiles, Moira, n'oublie jamais que la nuit la plus noire n'empêchera jamais l'aube de se lever. Et j'ai toujours gardé cette phrase à l'esprit. Et donc, même si vous êtes dans un état de burn-out parental, n'oubliez pas, il y a des solutions. Et derrière, quelque part, derrière les nuages, derrière la tempête, il y a le soleil. Waouh, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre lumière, justement, et de votre vie de femme qui est si précieuse
pour justement pouvoir la transmettre aussi le meilleur à travers nos enfants par la suite. Je t'embrasse, je te dis merci et je vous dis à bientôt à toutes. À bientôt. Au revoir.